Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous accueillir dans cette salle. Nous sommes un certain nombre de scientifiques qui avons beaucoup réfléchi à ces questions de continuité dans une perspective d'approche scientifique de ces questions. Et nous souhaitons aujourd'hui vous exposer un peu nos points de vue sur cette question assez largement débattue de la continuité écologique. Alors cette question nous interpelle globalement autour de deux grandes questions, les transferts des sédiments d'une part et la protection de la diversité biologique d'autre part. Mais ces questions ne sont pas seulement des questions techniques. Il est apparu au fur et à mesure des débats autour de cette problématique qu'elles s'inscrivent aussi dans le cadre de relations que les sociétés entretiennent avec les naturels ou, pour aller vite, avec la biodiversité et la nature. On confond un peu les deux termes actuellement. Et le problème, c'est que la nature des uns n'est pas la nature des autres. Et ça, c'est un point tout à fait important. Je vais être très bref, mais il y a d'une part la nature-objet. C'est celle que nous, scientifiques, abordons. Nous la disséquons, nous essayons de comprendre comment elle marche, on l'analyse. Il y a la nature vécue, celle du citoyen. Le citoyen vit dans un environnement, un cadre de vie. Ce cadre de vie, c'est la nature utile, c'est les ressources, mais c'est aussi les nuisances. On oublie trop souvent que la nature est source de nuisances. Et il y a des mots-clés, paysage, ressources, patrimoine, on va en parler, esthétique. Et il y a la nature imaginée, qui est une nature un peu mythique. En réalité, c'est celle que certains conservationnistes estiment être la nature sans l'homme ou la nature avant l'homme, celle qui aurait une belle nature s'il n'y avait pas eu l'homme. Hein, je schématise un peu, mais on est un peu dans cette perception. Donc on parle d'harmonie avec la nature, de paradis perdu, il y a beaucoup de symbolisme, de romantisme, et c'est l'objet de mouvements militants, des religions, des ONG pour certaines. Il y a donc deux visions contrastées de la manière de protéger la nature, celle qui consiste à protéger la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire notre héritage tel qu'il est, hein, et on estime que cet héritage, il faut le conserver en l'état, c'est un peu la nostalgie du passé. Et puis il y a l'autre aspect qui consiste à dire la nature bouge, la nature change, elle se transforme en permanence, donc il faut pouvoir accompagner la nature, la piloter, disent certains, dans ces dynamiques temporelles et spatiales. Je schématise là aussi beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est le regard sur le futur. Essayer d'anticiper peut-être l'évolution d'une nature dans un environnement qui change et le changement climatique est là pour nous dire que l'environnement change. Voilà, l'hydrosystème, si on repose le problème de la continuité écologique, mon collègue ici à ma droite a été un des promoteurs de ce concept d'hydrosystème, c'est-à-dire d'une approche systémique qui a servi de base à la loi sur l'eau de 1992. Cette notion de système, c'est-à-dire qu'il y a sur un fleuve une dimension longitudinale, une dimension transversale, un fleuve respire, il a besoin de zones annexes, et une dimension verticale parce qu'un fleuve fonctionne avec sa nappe phréatique. C'est un concept extrêmement structurant qui a été par la suite largement utilisé dans toutes les réflexions sur les problèmes d'aménagement des fleuves. Mais une fois que ce concept est mis en évidence, on entre un peu dans le détail. Et, un hydrosystème, c'est d'abord un complexe de systèmes écologiques. La dimension longitudinale, ça n'est pas un tuyau qui évacue l'eau de l'amont à l'aval. C'était la démarche des ingénieurs il y a encore pas si longtemps. Hein, une démarche où on voit la rivière a une fonction écologique dont on parle à l'heure actuelle, les services écologiques, c'est effectivement d'évacuer l'eau. Mais ça n'est pas la seule fonction. Et on voit bien que dans cette image, la rivière est un complexe de milieux très variés, et c'est parce qu'il y a ces milieux très variés qu'il y a de la diversité biologique dans nos rivières. La diversité biologique est fortement associée à la diversité des habitats. Donc la diversité des habitats dans une rivière, ça n'est pas que de l'eau courante, c'est aussi de l'eau stagnante. Beaucoup de poissons ont besoin, à un moment donné de leur cycle de vie, de se développer dans des milieux d'eau stagnante. Donc, trois mots-clés pour le fonctionnement de la rivière. Le régime hydrologique, bien sûr, avec sa variabilité, parce que ça, c'est une vision statique, mais cette rivière va monter, descendre, etc. Le niveau va monter, descendre, et vous avez des paysages qui vont être totalement différents selon le niveau de la rivière. Diversité des habitats, c'est essentiel. C'est la notion d'hétérogénéité que nous développons en écologie. Et un point aussi tout aussi essentiel, c'est la qualité de l'eau. Parce que vous pouvez restaurer une diversité d'habitats. Si la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, il n'y aura pas de restauration écologique.
Et il y a une quatrième dimension à l'hydrosystème, c'est la dimension temporelle. Alors, je vais passer très vite, mais on sait très bien qu'il y a 20 000 ans, en tout cas beaucoup le savent, il y avait une période glaciaire et l'Europe et la France en particulier étaient en zone de permafrost, hein, donc avec des calottes glaciaires. Les fleuves n'existaient pas, le niveau de la mer était à moins 120 mètres et toute la faune et la flore que nous connaissons à l'heure actuelle étaient pratiquement concentrés dans des zones refuges. Je vous ai mis là les refuges ibériques, les refuges dalmates et les refuges ponto-caspiens, c'est-à-dire le Danube. C'est dans cette région que la faune et la flore s'étaient réfugiées et elle a regagné progressivement, péniblement, au hasard des opportunités, les zones qui étaient libérées par les glaces au fur et à mesure que ces zones étaient libérées. Pour vous dire que la diversité biologique, c'est dynamique. C'est très dynamique. On n'a pas un héritage d'une situation qui existait auparavant. Ce n'est pas génération spontanée. Hein. On est dans un système de bricolage écologique d'une certaine manière, comme disaient certains scientifiques. C'est-à-dire que petit à petit, les populations se sont recomposées. Il n'y a pas d'équilibre sur le temps long. Nous sommes donc dans un système dynamique, aussi bien pour la diversité biologique que pour l'hydromorphologie et les sédiments. On doit s'attendre à d'autres changements et le changement climatique nous dit qu'il va y avoir, enfin on nous prédit en tout cas, je ne suis pas climatologue, des changements climatiques et rien ne dit en l'occurrence que le processus de recolonisation dont je vous parlais tout à l'heure est achevé. Il y a encore des espèces qui arrivent et il y a encore des espèces qui vont arriver. Un programme labellisé par le ministère de l'écologie Explore 2110 nous dit qu'à un horizon de quelques décennies, il va y avoir des débits, des fortes réductions des débits des rivières dans beaucoup de régions françaises. Je ne garantis pas les chiffres, absolument pas, hein, ce sont des prévisions, mais il y a de fortes chances que si le réchauffement se poursuit, nous aurons des baisses de débit, donc des baisses de pluviométrie, ce qui interpelle sur le devenir des zones humides, ce qui interpelle sur le devenir, sur la gestion de l'eau. Hein, la gestion de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de faire face à cette sécheresse, en quelque sorte, qui s'annonce. Quelques mots sur la trame bleue. La trame bleue, trame verte, trame bleue, elle existe sur les rivières. Vous avez là tout le réseau de canaux qui met en communication tous les bassins versants. Et on a fait, il y a 25 ou 30 ans, un canal. Le rêve de Charlemagne, c'était de réunir le bassin du Danube au bassin du Rhin. On a créé ce canal du Main-Danube et depuis, on va arriver des espèces danubiennes dans les rivières européennes. C'est normal. On a mis en communication tout un ensemble de choses, ce qui veut dire que la continuité écologique, c'est aussi la porte ouverte à toutes les espèces invasives. Je n'ai rien personnellement contre les invasives, mais il y a des programmes de lutte contre les invasives. Donc il faut une cohérence aussi dans les politiques, hein, où on lutte contre les invasives, où on crée les conditions d'arrivée des invasives. Hein, je mets l'accent sur un point qui me préoccupe. Nos systèmes ne sont pas des systèmes écologiques au sens strict, ce sont des systèmes aménagés. Ce sont des systèmes qui, depuis des siècles, ont fonctionné. On a fait sauter des œils, il y a plusieurs siècles, pour la navigation. La navigation était un élément essentiel de l'économie française. On a créé des barrages pour les moulins parce qu'ils donnent de l'énergie. Et là, on est face maintenant à cette question de qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de seuils. Mais ce que je veux dire, que nos systèmes fluviaux ne sont pas des écosystèmes sensu stricto, ce sont des systèmes qu'on appelle, selon les écoles, socio-systèmes, socio-écosystèmes ou anthroposystèmes. C'est un concept que nous avions développé au CNRS quand j'étais responsable du programme environnement, dans le cadre de ce qu'on peut appeler des démarches systémiques. Démarches systémiques, c'est pareil que développement durable. C'est-à-dire qu'il faut voir toutes les composantes d'un système et essayer de comprendre les interactions entre ces composantes de système de manière à comprendre ce système. Ensuite, on peut faire du réductionnisme. Mais si on n'a pas compris comment fonctionne un système, si on fait du réductionnisme, on va dans le mur. Aménagement, je ne vais pas faire une longue liste des aménagements. Je dis simplement qu'il y a des usages et il y a des protections. Il faut dire que les aménagements ne sont pas seulement destinés à des usages. Et parmi les usages à l'heure actuelle qui se développent, il y a toute la litanie des anciens usages, l'irrigation, etc. Il y a les loisirs et la patrimonialisation dont un des orateurs va beaucoup parler. Hein, il n'y a pas que l'usage technique, il y a aussi des usages symboliques.
Et la protection, eh bien, on voit bien que les barrages réservoirs qui ont été faits sur la Seine sont destinés à protéger Paris. Je n'ai pas entendu dire qu'il fallait raser les barrages réservoirs de la Seine. Hein. Donc on est bien dans une politique où, effectivement, on doit, selon les circonstances, envisager différents cas de figure. Les sécheresses, à l'heure actuelle, j'en parlais. Mais alors, il y a un problème aussi essentiel quand on parle de biodiversité, qui est un petit peu ma spécialité. Jean-Paul Bravard parlera sédiments. Quand on fait un aménagement ou quand on arrase un barrage, il y a une notion essentielle, on gagne et on perd. On va peut-être gagner pour les poissons migrateurs, quelques espèces de poissons migrateurs, mais qu'est-ce qu'on perd en termes d'espèces qui vivaient dans les milieux aménagés? Et ça, il n'y a aucune étude qui le montre. J'étais hier au conseil scientifique de l'agence de l'eau Seine-Normandie, dont je fais partie. On a discuté sur un bilan qui a été fait par l'agence de l'eau, qui montre que pour les migrateurs, des arasements étaient positifs. Pour les poissons non migrateurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et pour le reste, on n'a aucune donnée. Or, je dirais qu'à l'heure actuelle, les milieux d'eau calme créés par les seuils ou les barrages sont quand même des milieux favorables à toute une faune de vertébrés et d'invertébrés. Que disent les grenouilles de l'arasement des barrages, hein? On pourrait se poser la question. Que disent les libellules de l'arasement des barrages? On peut menacer les grenouilles. Ah, ben, certains vous diront que les grenouilles, les batraciens sont à l'heure actuelle quand même beaucoup d'espèces en danger. Mais on est en Brenne, vous verrez. Ah, non, mais oui, je connais. Non, mais vous avez raison. Mais ça dépend des régions du problème. Bon, voilà, donc la continuité écologique ne prend en compte à l'heure actuelle que les poissons migrateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'études, je veux dire, sérieuses qui montrent ce que l'on gagne et ce que l'on perd en matière de diversité biologique. Bon, voilà, c'est un constat. On pourrait faire une étude. Un exemple emblématique, c'est le lac du Der en Champagne. Le lac du Der en Champagne était un barrage qui a été créé sur une zone de bocage, comparable d'une certaine manière à Sivins. Hein, c'est une manière, on pourrait le comparer à Sivins. Alors évidemment, à l'époque, il y a eu comme à Sivins des réactions en disant on va détruire un bocage et on va créer une fois de plus un barrage et un réservoir. C'est devenu depuis un site Ramsar, un site de haute naturalité parce que les grues couronnées et bien d'autres oiseaux migrateurs en font leur site. Ce qui veut dire que ce que fait l'homme n'est pas forcément toujours négatif. Il faut aussi avoir en tête qu'il y en a assez de dire que l'homme détruit la diversité biologique. Notre diversité biologique européenne a été créée par l'homme. Il faut être très clair là-dessus. C'est l'homme qui a créé cette diversité biologique. Notre représentation de la diversité biologique, c'est le système rural d'il y a 50 ou 60 ans. C'est ça notre représentation globale de l'abdé. Donc c'est une création humaine. Donc je vais conclure en disant que pour revenir à cette question, il faut voir un peu les avantages et les inconvénients de ce que l'on fait quand on crée ou qu'on détruit un barrage. Parce qu'on va en faire des barrages. On parle maintenant de faire des barrages en vue de la sécheresse qui est annoncée avec le réchauffement climatique. Il y a évidemment un bilan, je ne vais pas le détailler, vous l'avez, mais il faut des juges de paix. Et ce n'est pas que la nature qui peut constituer le juge de paix. Il y a aussi des implications sociales, économiques, etc. Le dogme de la continuité souffre de très nombreuses exceptions, vous l'avez bien compris. On fait des barrages réservoirs, on fait des barrages pour protéger des inondations, on va faire des barrages pour stocker l'eau, ça c'est clair. S'appuie sur une vision partielle et sectorielle de la diversité biologique, c'est-à-dire les poissons migrateurs, et le reste, on n'en tient pas compte. Ne fait pas la part de ce que l'on perd ou de ce que l'on gagne, s'ignorer que la continuité est une porte ouverte aux invasives et devrait se décliner, selon les cas, dans un contexte local, mais pas au travers d'une politique jacobine et universelle. Il y a du cas par cas, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Le nord et le sud de la France, la Bretagne et le Massif central, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une diversité de seuils, de barrages, etc., qui ne sont pas du tout comparables. Donc il faut rentrer un peu plus dans le détail pour mener une politique de ce type. Un dogme qui n'est pas étayé en ce qui concerne les résultats, parce qu'il n'y a pas ou pratiquement pas de suivi sur les conséquences des aménagements ou des arasements barrages. Les méta-analyses qui ont été faites sur les restaurations écologiques montrent que la récupération est lente, voire incomplète, voire différente. Et l'objectif de bon état passe surtout d'abord aussi par l'amélioration de la qualité de l'eau. Si on n'améliore pas la qualité de l'eau, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y aura pas forcément retour d'une diversité biologique.
Donc, la question peut se poser, mais ce n'est pas l'objet de ce débat, c'est quelle nature ou quel cours d'eau voulons-nous, qui est une question qui pose qui doit à la fois faire converger des aspects scientifiques, mais aussi des aspects économiques et des aspects sociaux. Et je crois que c'est justement cette question qui est au cœur du développement durable, c'est d'essayer de confronter différentes approches et différentes représentations de la nature que nous pouvons avoir. Merci.